Bonsoir élèves, tronc commun, technologique et scientifique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie concernant la force pressante. C'est un exemple d'action mécanique et on va traiter la pression et sa relation avec la force pressante. Je rappelle que la première vidéo, j'ai présenté les caractéristiques de la force pressante et qu'en conclusion, on avait vu que l'intensité de la force pressante dépend de la surface sur laquelle est appliquée cette force. Plus la surface est grande, plus l'effet est faible. Toujours, on garde la même intensité de la force pressante. Et je rappelle aussi que dans une vidéo précédente, j'avais présenté un exemple des actions mécaniques. C'est la réaction du plomb, soit qu'il y a frottement ou il n'y a pas de frottement. Alors, je vais vous laisser les liens de ces deux vidéos au-dessous dans la description. Alors donc, au cours de cette leçon, alors on va parler de la pression, le sens physique de la pression, ses unités de mesure et enfin, quelle est sa relation avec l'intensité de la force pressante. Donc, pour parler de la pression, je dois commencer par vous présenter l'organisation des particules à l'échelle microscopique dans une substance qui se trouve à l'état solide et à l'état liquide et à l'état gazeux. Donc, c'est une introduction à la pression. Bon, ici, j'ai trois schémas. J'ai présenté les particules de la substance en point noir. Alors ici, j'ai la substance dans l'état solide et la substance dans l'état liquide et la substance dans l'état gazeux. Alors commençons par l'état solide. Alors donc les particules d'un solide sont en mouvement permanent. Mais ce mouvement, c'est pas un mouvement libre, mais c'est un mouvement de vibration. Ça veut dire de va-et-vient dans tous les sens. Ça veut dire que chaque particule vibre, ok? Ça veut dire effectue un mouvement de va-et-vient dans tous les sens sans qu'il quitte une position moyenne. Alors en fait ici j'ai représenté les positions moyennes des particules. Si je prends par exemple cette particule, voilà, cette particule, alors elle effectue des mouvements de vibration dans tous les sens autour de la position moyenne. Ça veut dire que, en fait, elle est en mouvement dans une sphère. Voilà la sphère, ok? Donc, il ne quitte jamais cette sphère. Il vibre, mais sans quitter sa position moyenne. Ok? Donc, tous les particules sont en mouvement. Alors, ce mouvement, on le qualifie de mouvement d'agitation thermique. Alors, pourquoi un mouvement d'agitation thermique? Parce que on sait que pour un corps soit en mouvement, il doit posséder une énergie. Cette énergie est appelée énergie cinétique que vous allez étudier l'année prochaine. Alors, donc, cette énergie cinétique, d'où provient-elle? Alors, tout simplement, du fait de la température qui existe dans le milieu, ok? Alors cette température favorise, ok, aux particules une énergie thermique et les particules transforment cette énergie thermique en énergie cinétique appelée énergie d'agitation thermique. Alors on voit bien ici que tous les particules sont en mouvement, mais elles restent dans le solide. Ils ne peuvent pas quitter la substance. Ok? Ils ne peuvent pas quitter le solide. Et ils vibrent dans une portion de l'espace limité. Donc chaque particule effectue son mouvement dans un domaine bien déterminé et restreint. Donc là, on voit que les particules donc sont réparties, soi-disant, avec une uniformité. Ça veut dire qu'ils forment un empilement, ok, des empilements bien organisés. Bon, alors passons donc à l'état liquide. Alors pour l'état liquide, toujours les particules sont en mouvement, mais cette fois-ci c'est pas un mouvement de vibration. Ça veut dire c'est pas un mouvement
de va-et-vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque particule se déplace dans tous les sens, bien sûr, et les directions disponibles. Ça veut dire qu'ils se déplacent les unes par rapport aux autres. Par exemple, cette particule se déplace dans toutes les directions, ok, disponibles. Même chose pour cette particule. Ça veut dire, à un instant donné, il se trouve ici, il peut être là, comme il peut être là, ainsi de suite. Mais ce mouvement est limité par quoi? Par l'enceinte qui contient le liquide. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas quitter l'enceinte où se trouve le liquide. Donc c'est pas comme le solide. Le solide, on peut l'avoir directement sans qu'il soit dans une enceinte. Tandis que le liquide, on doit avoir une enceinte, ça veut dire une bouteille, une bassine, un bécher pour contenir le liquide. Alors donc, ces particules, lorsqu'ils sont en mouvement, ils heurtent, ça veut dire ils entrent en choc avec les parois de l'enceinte qui les contient, et ils changent de sens et de direction. Donc ils rebondissent sans quitter l'enceinte. Ça veut dire que leur mouvement est limité par les parois de l'enceinte où ils se trouvent. Et aussi, ils ne peuvent pas quitter la surface libre du liquide. Bon, ça veut dire si je prends par exemple une enceinte, ok, qui contient un liquide, voilà. Alors les particules, voilà la surface libre du liquide, il est toujours horizontal. Donc voilà les particules. Donc ces particules sont en mouvement dans toutes les directions, tous les sens disponibles, ok. Et chaque fois, donc ils peuvent heurter, ça veut dire entrer en choc, par exemple cette particule, il peut avoir cette direction et il tombe sur la paroi de l'enceinte. Alors, donc, à ce moment-là, elle va rebondir, ça veut dire il va changer de sens et de direction et revient à l'intérieur du liquide. Même chose pour tous les liquides. Ça veut dire que ces parois de l'enceinte se trouvent en permanence sous l'effet de quoi? Des chocs. Yani, تصادمات, des particules. Et là, pour la surface libre du liquide, ces particules ne peuvent pas quitter cette surface, sauf s'ils se transforment en état gazeux. À ce moment-là, ils peuvent échapper au liquide. Alors pour l'état gazeux, donc l'état gazeux, les particules tout d'abord sont éloignées les unes de l'autre. C'est pas comme les liquides et les solides. Les particules sont à proximité. Ça veut dire ils sont très proches l'une de l'autre. C'est pour cela que les particules de l'état solide et les particules de l'état liquide ne sont plus libres. Ça veut dire ils subissent quoi? Des actions mécaniques, ok, de la part des particules voisines. Par exemple, si je prends cette particule là, alors cette particule, elle subit des actions mécaniques de la part des particules voisines. Et cette action mécanique, c'est pas une action mécanique de gravitation universelle. Pourquoi? Parce que les masses des particules est très faible. Et du coup, l'intensité de la force de gravitation universelle échangée entre deux particules est négligeable. Donc cette interaction ou bien ces actions mécaniques sont de nature électrique. Pourquoi? Parce que ces particules contiennent l'électricité. Tous les particules contiennent l'électricité. Donc cette électricité leur favorise des interactions appelées interactions électriques. Donc les particules du liquide et du solide ne sont pas libres. Tandis que dans l'état gazeux, ces particules sont suffisamment éloignées pour qu'ils ne seront pas en interaction. Ça veut dire que chacune n'interagit pas avec l'autre. Ok? Puisqu'ils sont très éloignés, donc l'interaction ou bien l'action mécanique de nature électrique ne peut pas atteindre cette particule qui est très très loin. Donc c'est pourquoi qu'on dit que les particules de l'état gazeux sont libres. Et ces particules, ok, sont en mouvement dans toutes les directions et dans tous les sens, ok. Mais comme le liquide,
alors ces particules vont heurter, ça veut dire vont entrer en choc avec les parois, ok, qui est en contact avec le gaz. Par exemple, si on prend l'air de la salle, c'est un gaz, alors cet air, ces particules, toujours, ils entrent en choc avec le tableau, avec moi, avec le sol, avec tous les objets qui se trouvent sur Terre. Si je prends, par exemple, une enceinte ou bien une bouteille, ok, qui contient un gaz, donc ici on a un gaz, et là on a un liquide. Alors, les particules de ce gaz, ok, sont en mouvement perpétuel, ça veut dire un mouvement permanent, ok. Et chaque particule, ok, peut entrer en choc avec les parois de la bouteille. Alors, lorsqu'il entre en choc avec cette paroi, la particule change de sens, ou bien le mouvement de la particule change le sens et la direction, puis il revient. Mais les particules qui ont cette direction, ok, alors ils peuvent quitter facilement la bouteille, ok. Ça veut dire qu'il n'y a plus ici de parois qui peuvent changer leur sens, ou bien le sens et la direction de leur mouvement. Alors donc, une fois des particules sortent de la bouteille, ok, d'autres entrent, proviennent bien sûr de l'air. Ok. Alors donc, on voit dans les deux cas que les parois de l'enceinte qui contient soit le liquide ou bien le gaz est toujours sous l'effet des chocs permanents, successifs des particules. Ok. Donc ici, si on voit l'état solide, alors ici j'ai organisé les particules parce que ces particules forment un empilement. Tandis que pour le liquide, les particules bougent ou bien en mouvement dans tous les sens et dans toutes les directions. Donc c'est pourquoi que l'état solide est plus organisé, plus ordonné que l'état liquide. Okay. Et tandis que l'état gazeux, donc c'est un état qui est plus désordonné que les deux états, solides et liquides. Alors donc, étant dit ceci, alors donc, on va parler de la pression. Donc, quelle est la nature de la pression? Ok? En fait, ces parois de l'enceinte qui contient le fluide, à savoir le liquide et le gaz, en fait, on parle généralement de la pression lorsqu'il s'agit des liquides et des gaz. Pour les solides, donc, on ne peut parler de la pression que si le solide se trouve sur un plan, par exemple. Alors, à ce moment-là, on dit que le solide exerce une force pressante. Ok? Mais pour le liquide et le gaz, la pression est partout. Ça veut dire en chaque point, il y a une pression. Donc, la pression, en fait, c'est quoi? Elle traduit, yani كترجم les chocs des particules avec les parois. Ok? Ça veut dire que plus les chocs sont fréquents, intenses, plus la pression est grande. Donc la pression mesure le nombre de chocs par unité de temps à une température donnée, parce que c'est la température augmente, le nombre de chocs par unité de temps augmente et par conséquent la pression augmente. Alors la pression, c'est une grandeur physique mesurable. Ok, on la mesure avec des instruments de mesure. Et pour parler de son unité, je vais commencer par relier l'intensité de la force pressante à la pression. Ok, alors c'est pour cela, donc je vais considérer par exemple une surface et je vais prendre une surface de ce tableau. Voilà, donc voilà, soit cette surface S qui a un air, ok, qu'on peut mesurer selon les dimensions de cette surface. Donc à chaque instant, un nombre de particules de l'air, ça veut dire des molécules de dioxygène et des diazotes, ainsi que d'autres molécules, des autres gaz secondaires qui forment l'air, entrent en choc
avec cette surface. À chaque instant, un nombre de particules heurtent, ça veut dire qu'ils se heurtent la surface S. Et puis, ils rebondissent, ça veut dire qu'ils changent de direction et de sens, puis, à l'instant suivant, d'autres particules arrivent et heurtent le tableau. Donc, cette surface se trouve en permanence sous l'effet des chocs des particules de l'air. Donc, ces chocs, ils induisent ce qu'on appelle force pressante. Ça veut dire que la force pressante est due au choc par unité de surface. Okay? C'est-à-dire si j'augmente la surface, S', okay, le nombre de particules va augmenter. Et par conséquent, le nombre de chocs par unité de temps va augmenter. Okay? Donc la force pressante augmente à son tour. Mais la pression est la même. Parce que la pression est mesurée par le nombre de chocs par unité de temps qui heurte les parois de l'enceinte qui contient le fluide. Donc par conséquent, la force pressante est proportionnelle à la surface sur laquelle la force pressante est exercée. Ce coefficient de proportionnalité n'est autre que la pression qu'on note par petit p. Okay? Donc finalement, on a la force pressante égale à P fois S. Donc voilà la formule qui lie la force pressante et la pression. Et la surface, c'est la surface sur laquelle est exercée cette force pressante. Donc là, on peut exprimer la pression en fonction de la force pressante et la surface. Donc P égale à Fp sur S. Donc la pression P, c'est Fp sur S. Et de cette formule, on peut en déduire la pression. Donc la pression, c'est l'intensité de la force par unité de surface. L'intensité de la force, c'est Newton, et la surface, c'est mètre carré. Donc je dois diviser par la surface. Alors là, je multiplie par mètre moins 2. J'utilise l'unité internationale. Alors voilà l'unité de la pression qu'on déduit de cette relation. Alors donc, Newton mètre moins 1, voyons voir 1 Newton mètre moins 2. Donc 1 Newton mètre moins 2, ça veut dire que on a une force d'intensité 1 Newton exercée sur une surface de 1 mètre au carré. C'est comme si on va prendre par exemple un solide en poudre de poids P égale à 1 Newton et on va étaler, c'est-à-dire répartir uniformément sur une surface de 1 mètre au carré. Okay? Donc voilà par exemple notre surface de 1 mètre carré par exemple. Ici donc j'ai 1 mètre et là 1 mètre. C'est un carré. Okay? Et sur cette surface repose un solide. Un solide. Ok? Voilà. Qui exerce une force pressante sur cette surface de 1 Newton. Ça veut dire que ce solide, l'intensité de la force pressante qu'il exerce le solide sur cette surface, en intensité, c'est l'intensité du poids. Ok? Donc, voyons voir le poids de ce solide P, donc égal à mg. Ok? Donc, on va prendre, pour simplifier les calculs, G égale à 10 newtons par kilogramme, P égale à 1 newton. Ça veut dire que la masse M de ce solide sera égale à 1 divisé par 10. C'est 100 grammes. Donc, 1 newton par mètre carré, c'est comme si un solide de masse 100 grammes, repose sur une surface de 1 mètre au carré. Ok? Donc voilà notre surface.
de 1 mètre au carré. Si je prends par exemple 1 centimètre carré de cette surface, 1 centimètre carré, et on va voir quelle est la force pressante exercée sur ce centimètre carré. Alors donc, on sait que 1 centimètre carré, ou bien 1 mètre carré, c'est 10 à la puissance 4 centimètres carrés, donc je divise 100 grammes, ok, ou bien par la masse, mais l'intensité de la force, ça veut dire 1 newton, je le divise par 10 à la puissance 4, ça veut dire 10 000, ok, et je trouve donc cette surface de 1 centimètre carré est soumise à une intensité de la force pressante qui est égale à 10 à la puissance moins 4 newtons. Okay. C'est comme si sur cette surface repose un solide de masse 10 à la puissance moins 2 grammes. 10 à la puissance moins 2 grammes. Alors donc, ce que je veux vous montrer d'après cet exemple est que 1 newton par mètre au carré, c'est une pression très très petite, très négligeable, très très faible, inconsidérable, ok? Donc on va définir d'autres unités qui sont assez grandes, qui nous donnent des pressions appréciables. Mais tout d'abord, je dois définir l'unité internationale de la pression. Alors donc, au lieu d'utiliser le newton par mètre au carré, on utilise une autre unité appelée le pascal. Donc le pascal, alors Pascal, c'est le prénom d'un physicien français. Donc Pascal qu'on note par PA, tel que 1 Pascal n'est autre que 1 newton mètre au carré. Donc le Pascal, c'est une pression très faible. 1 Pascal, c'est une pression très faible. Alors on va définir ce qu'on appelle bar. Bar, ok. Donc qu'on symbolise par B minuscule AR, tel que un bar égale à 10 à la puissance 5 Pascal. Et aussi, on définit ce qu'on appelle atmosphère. Un atmosphère, ATM, égale à 10 à la puissance, 1,013 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Et il y a une autre unité, c'est la plus ancienne unité de la pression, c'est centimètre de mercure, centimètre Hg. Donc Hg, c'est quoi? C'est le symbole chimique du mercure. De telle sorte que 76 centimètres de mercure est équivalente à une atmosphère. Bon, je vais vous raconter l'histoire de cette unité, comment est-elle apparue dans le monde physique. C'est grâce à un physicien, mathématicien italien appelé Torricelli. Alors, Torricelli, c'est le premier qui a mesuré, soi-disant, la pression. Ok? Et il a mesuré quoi? La pression atmosphérique. C'est quoi la pression atmosphérique? C'est la pression exercée par l'air de l'atmosphère sur le sol. Ok? Alors donc Torricelli a pris tout simplement un tube long, plus de 1 mètre, sa longueur dépasse 1 mètre, donc elle est supérieure à 1 mètre. Elle est fermée de cette extrémité, et là, elle est ouverte. Puis, il a rempli ce tube avec quoi? Avec de mercure. Ok. Donc, il a mis dans ce tube le mercure Hg. Puis, il a pris une bassine, ok, une enceinte, où il a mis de mercure. Ok, voilà ici mercure, Hg. Donc on a ici mercure et là mercure. Puis il a bouché cet orifice avec son doigt. Il a tourné le tube. Il l'a émergé dans le mercure, de telle sorte que cette surface libre, ok, coïncide avec la surface libre du mercure qui se trouve dans la bassine. Ok, voilà donc ce qu'il a fait. Et dès qu'il a enlevé son doigt,
Donc cette colonne de mercure commence à descendre, ok, jusqu'à une hauteur, puis il s'est arrêté. Voilà. Ça veut dire que le mercure commence à s'écouler dans la bassine, puis il s'arrête. Ok. Donc là, on a toujours mercure et il s'est arrêté à une hauteur H. Donc la première constatation de cette expérience réalisée par Torricelli en 1600. Donc Torricelli, c'est un nom italien, Torricelli. Voilà. Il se prononce ainsi, il s'écrit ainsi, mais il se prononce Torricelli. Donc en 1644, il a fait cette expérience. Ça veut dire à la moitié du XVIIe siècle. Bon, Torricelli, puisque le mercure, donc la colonne de mercure a descendu, ici, ce mercure a laissé du vide. Ok? Et Torricelli, c'est le premier scientifique qui a mis en évidence le vide. Parce que on croyait, surtout en philosophie grecque, que le vide n'existe pas. Parce qu'il y a un principe qui dit que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que la nature craint le vide. Ok? Et de cela, les philosophes grecs ont suggéré qu'il n'y a pas, on ne peut pas trouver du vide dans la nature. Mais Torricelli, ok, a mis en évidence le vide par cette expérience. Ça veut dire qu'il a contredit le principe grec qui dit qu'il n'y a pas de vide dans la nature. Donc c'est la première conclusion de l'expérience de Torricelli. Et la deuxième conclusion est que cette colonne de mercure qui a dans un premier temps descendu, ok, puis il s'est arrêté, ça veut dire lorsque le mercure coule, donc il n'y a pas d'équilibre. Mais dès que le mercure s'arrête de couler, donc il y a établissement de l'équilibre de cette colonne de mercure. Ok? Et il a expliqué ça par quoi? Torricelli. Il a dit que l'air, ok, de l'atmosphère exerce une force pressante sur cette surface libre du mercure. Et en même temps, le mercure exerce une force pressante sur cette surface du mercure. Si on prend la même surface du liquide libre de mercure, ou bien de la surface libre de mercure, elle est soumise à une force, je vais appeler F. Par exemple, ici, de l'air, ok, la force pressante de l'air, et là, on a la force pressante de mercure. Bon, initialement, il y a un déséquilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force pressante exercée par le mercure sur surface est supérieure à la force pressante de l'air exercée sur cette même surface. Ok. Donc, le mercure s'écoule. Mais dès que l'écoulement du mercure s'arrête, à ce moment-là, la force pressante exercée par le mercure, la colonne du mercure, égale à la force pressante de l'air. Ok, ça veut dire c'est la même force pressante. Et de là, on peut mesurer la force pressante de l'air et par conséquent la pression atmosphérique de l'air. Alors donc, pour mesurer ça, tout simplement, on va parce que le mercure, lorsqu'il exerce cette force pressante, ok, donc cette force pressante est opposée à son poids, au poids de mercure qui se trouve dans ce tube. Ok, donc pardon, le poids, je veux dire voilà le poids, le centre de gravité, donc est quelque part ici. Alors voilà le poids P du mercure. Okay. Alors donc, si on
connaît la masse de cette colonne de mercure, ok, et bien sûr on peut la connaître. Pourquoi? Parce que ce tube, c'est un cylindre, on peut mesurer cette surface, et puis on a recours à la densité ou bien à la masse volumique. On écrit que la masse du mercure sera égale à la masse volumique du mercure fois le volume. Et le volume, ok, c'est quoi? C'est la hauteur h fois cette surface S. Et du coup, donc, le poids P du mercure qui est égal à la force pressante, ok, à l'équilibre, qui est égal à la force pressante de l'air, donc sera égal à la masse, ça veut dire H rho fois H, ok, fois G fois le volume. Donc voilà la formule avec laquelle on peut mesurer cette force pressante. Et du coup, donc, on peut mesurer la pression atmosphérique. Okay. Mais pour Torricelli, il n'a pas mesuré cette hauteur, mais il a remarqué que cette hauteur change chaque fois que les conditions météorologiques changent. Okay. Ça veut dire qu'il peut augmenter ou bien diminuer selon les conditions de température et de pression qui règnent dans l'atmosphère. Mais après Torricelli, Pascal, le physicien français, qui a vécu en même temps de Torricelli, a refait la même expérience et a mesuré H. Et il a trouvé combien? Dans les conditions normales, il a trouvé 76 cm. Okay. Et puis il a dit que la pression atmosphérique, c'est 76 cm de mercure. Okay. Et après, lorsqu'on a posé cette unité, on a mesuré la pression atmosphérique dans les conditions normales, ça veut dire la température 0 degré Celsius, et on a trouvé que la pression égale à l'atmosphère. Et c'est pour cela qu'on a dit que 76 cm de mercure équivalent à une atmosphère. Donc, je pense que c'est tout pour cette leçon. Je peux vous ajouter une méthode de mesure de la pression à l'aide d'un tube en U. Ok? Donc, si on prend un tube à la forme de U, un tube en verre, puis on le remplit avec un liquide, soi-disant le mercure. Donc, ici, on met du mercure. Alors, lorsque ces deux ouvertures restent ouvertes, ça veut dire qu'ils sont en contact avec l'air, les deux surfaces des deux côtés se trouvent sur la même hauteur ou bien sur le même niveau, horizontal. Donc voilà la surface du... Donc ici j'ai dit qu'on a du mercure. Okay. Alors pourquoi on a ces deux surfaces se trouvent sur le même niveau horizontal? Parce que de ce côté et de ce côté s'exercent deux forces pressantes par l'air qui ont la même intensité. Donc c'est pour cela qu'on a ici le même niveau. Mais lorsqu'on relie l'une des orifices de ce tube à un gaz, sous pression bien sûr, par exemple ici, on va prendre un tuyau, ok, et on va le relier à une bouteille contenant un gaz sous pression par exemple. Ok, voilà. Ici, on a un gaz sous pression, ok, de pression P. Alors donc, si P est supérieur à la pression atmosphérique, ok, alors dans ce cas, la force présente exercée sur cette surface libre, ok, sera supérieure à celle-là. Et du coup, donc, le mercure la colonne ici de mercure va augmenter et là va descendre. Et on va remarquer qu'il y a une dénivellation entre les deux surfaces de mercure. Ok. Donc, cette surface-là, par exemple, sera ici. Et celle-là sera ici. Ok. Voilà.
Et voilà la dénivellation, la différence de hauteur H. Donc ici, on a H. Alors, donc, comment on peut calculer la pression à partir de cette hauteur H? Ok. Alors, donc, ici, on a la pression du gaz, ça veut dire la force pressante du gaz, que je vais noter par, ici, il y a une force pressante que je vais noter par F1, ou bien Fg, la force pressante du gaz. Et là, on a quoi? On a la force pressante de l'atmosphère. Ok? Donc, cette force pressante, ok, de G sera égale, parce que en ce point-là et en ce point-là, on a la même intensité de la force pressante. Ça veut dire on a la même pression de là et de là. Ok? Ça veut dire ici, on a la même intensité de la force pressante qui est Fg. Ok? Ça veut dire que l'intensité de la force pressante Fg sera égale à l'intensité de la force pressante exercée par l'atmosphère plus la pression ou bien la force pressante exercée par cette colonne de mercure. Cette colonne de mercure, ok. Donc, qui est égale en intensité au poids de cette colonne, ok, de cette colonne de hauteur ou bien de longueur h. Donc, égal. Donc, alors exprimons cette force pressante, ok, que je vais noter par FHG. Alors pourquoi ici j'ai mis plus? Parce que ces deux forces ont même sens et même direction. F atmosphérique et FHG ont même sens et même direction. C'est pour cela que je fais ici la sommation. Ok. Donc exprimons cette force, la force HG, donc sera égale à quoi? Égale. Donc j'ai dit que en intensité est égale au poids de cette colonne. Et le poids de cette colonne, c'est la masse du mercure, HG, fois G. D'accord? Alors, maintenant, exprimons la masse en fonction de la masse volumique du mercure. Donc, égal à la masse volumique du mercure fois le volume de cette colonne, V, ok, fois G. Alors, donc, exprimons le volume. Le volume, c'est V égale à H fois cette section qu'on peut mesurer, ok, à l'aide d'une pile à coulisse, fois H, pardon, fois S. Et finalement, donc la force HG donc sera égale à ρ de mercure fois la hauteur H fois la surface S ou bien l'aire de la section fois G. Voilà. Donc je vais continuer ici. Bon, alors voilà ici, donc on a F, la force pressante du gaz sera égale à la force pressante de l'air, ça veut dire la force exercée, la force pressante de l'air, plus ρ H S fois G. ρ H S fois G. Ok? Donc pour ρ c'est connu, donc ρ pour le mercure c'est 13, je pense, si je me rappelle, 6 grammes centimètre moins 3. G donc on peut prendre 10, ok? Alors donc H elle est connue, on peut la mesurer, et même S on peut la mesurer. Mais on n'a pas besoin de mesurer S, pourquoi? Parce que nous on ne veut pas mesurer la force pressante, mais on veut mesurer la pression des gaz. Ok. Alors donc passons à la pression. Ok. Donc on sait que la pression P donc égale à la force pressante divisée par la surface S. Ok. Alors la surface S, donc on a toutes ces forces ici s'exercent sur la même surface qui est la section de ce tube. Ok. Donc ici pour trouver la pression, donc je divise ici par S,
et là par S, et là par S. Donc, il va me donner la pression P du gaz. Donc, P du gaz égale. Alors, pardon, oui, voilà. Donc, la pression du gaz sera égale à la force atmosphérique, ou bien la force pressante atmosphérique sur S n'est autre que la pression atmosphérique connue, ok, qu'on peut mesurer à l'aide d'un baromètre. Donc, dans les conditions normales, c'est en atmosphère. Mais si les conditions de température changent, ok, et les conditions climatiques changent, donc la pression change, on peut toujours la mesurer. Donc la pression atmosphérique est connue. Plus, il nous reste ici ρ G fois H. Donc voilà la pression, ou bien la formule de pression qu'on peut mesurer. Donc uniquement, nous, on va mesurer uniquement H et on applique cette formule. Et on trouve la pression du gaz. Bon, voilà, donc c'est tout pour cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.